peu à peu les entretiens s'arrêtent. Tous les animateurs de l'atelier avec moi se réjouissent que vous soyez là et vous remercient pour ouvrir cette nouvelle saison de l'atelier, la 8e, qui ira donc d'aujourd'hui 12 septembre, selon l'actualité, peut-être en juin-mai. Vous n'avez pas été sans remarquer que, passez-moi l'expression, nous démarrons sur les chapeaux de roue, puisqu'il n'y aura pas 2, 3 rencontres cet automne, il y en aura 5. C'est presque pas nous qui avons décidé, c'est l'actualité telle qu'elle est, mais là, j'ai rien à vous apprendre, surtout avec ce qui vient de se passer, par exemple, cet après-midi. Alors, cette saison, c'est difficile de la résumer, je vous prends quelques instants seulement. Vous avez sans doute la plupart reçu un texte de notre part qui s'appelle « Texte d'orientation pour cette nouvelle saison », ainsi que le tableau des 5 rencontres jusqu'à la fin de l'année. Je ne vais non seulement ni vous lire ce texte qui fait 2 feuillets, ni vous faire de citation trop longue. Je pense qu'il y a une phrase qui résume le cœur de notre démarche, je me permets de vous la lire. Pour s'en sortir, pour changer la société, n'est-ce pas l'humanité elle-même, vous, nous, tous, n'est-ce pas l'humanité elle-même qui doit prendre la responsabilité du devenir de l'ensemble des êtres humains dans leur diversité? Tel sera le sens de notre saison qui s'annonce. Certes, il pourrait y avoir des inflexions parce que les mauvais coups, c'est pire qu'un orage de 15 août, et peut-être que nous nous adapterons, mais nous resterons sans aucun doute sur cette ligne. En gros, nous disons, sans nier le rôle des organisations syndicales et politiques, absolument pas, mais c'est au peuple, et nous avons expliqué dans ce document que les grands moments où il y a eu des avancées sociales se sont faites en dehors des élections, en dehors des moments institutionnels, et je vous passe le Front populaire, la résistance, le programme de la résistance, 68, etc., etc. Donc, nous allons nous tenir là-dessus, partant du postulat que pour nous, cette société, que nous qualifions non pas de libérale, néolibérale, moi-même, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire, néolibérale. Cette société capitaliste, elle est arrivée au bout. Elle a fait déjà trop de mal. Il faut la changer. Il nous faut, c'est sur le panneau derrière nous, une autre société. Et dans cet esprit-là, nous commençons d'entrée de jeu, le jour où les travailleuses et les travailleurs au sens large du terme se sont chacun à leur façon mobilisés. D'après les échos que nous avons, il semble que ce soit une assez forte journée de mobilisation, mais ceux qui n'ont pas pu se mobiliser parce que pris au travail, etc., mais dans leur tête, tant la gravité est évidente, et puis la multiplication, l'APL, on va s'attaquer au SMIC, les cheminots, comment c'est ce nom-là? Les fainéants, c'est ça? Et moi, on disait, à la campagne, on disait les feignants, etc., les contestataires, bref. Donc nous commençons par un des premiers coups, et nous le faisons le jour même où il y a cette contestation, c'est ce code du travail qui a déjà, en tous les cas c'est notre point de vue, été massacré. Je ne m'arrêterai historiquement la petite histoire pas très loin, Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande, et ça continue. Est-ce que, dans l'état d'esprit que je vous ai dit qui était notre démarche, est-ce que l'heure n'est pas venue de poser la question, mais compte tenu que le Code du travail, pas un siècle, mais pas bien loin, un peu à peine, les temps ont changé, nous nous reconnaissons, puis est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibles? À ma gauche, Olivier Maillan, je lui laisserai le soin de se présenter comme il l'entend à sa façon, militant de la CGT à l'inspection du travail. Olivier, on peut le dire ici. Oui. En plus, il est inspecteur du travail, mais dans l'invitation, on a agi selon ses souhaits, pour qu'il n'ait pas, excusez-moi du mot, d'emmerde. Et à ma droite, Florence Debord, qui elle aussi dira un peu qui allait comme elle l'entend, etc. J'ajouterai simplement que peut-être, c'est pas sûr,
dans son parler, que je connais depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être vous retrouverez des accents d'onction. Ça ne serait pas exclu compte tenu de ce qu'elle m'a dit, qu'elle vous dira. Peut-être. Alors je me tourne vers vous, si vous me permettez de vous appeler Florence. Est-ce qu'il y a d'autres possibles pour les droits des travailleurs? Vous voulez ça ou le volant? Oh, peu importe, ça va très bien. Donc oui, bonjour, je m'appelle Florence Debord et je suis effectivement née à Montluçon il y a un peu plus de 50 ans. Voilà, je suis contente d'y revenir. Mais pour répondre à votre question, Pierre, clairement, il y a un autre possible pour les travailleurs. On nous dit, on entend partout que c'est le code du travail qui crée le chômage. Ça, c'est pas vrai, c'est faux, ça a toujours été faux. On nous bazarde un certain nombre de statistiques plus ou moins tordues, mais le code du travail ne crée pas le chômage. Et on nous dit aussi qu'il faut simplifier le code du travail. Alors on le simplifie. C'est pas vrai, on ne le simplifie pas non plus. Rien que la loi El Khomri toute seule, elle est plus importante en volume que notre code du travail. Donc vous voyez, en termes de simplification, c'est faux. Hein. Je pense qu'Olivier pourra dire, l'inspection du travail en paye les conséquences d'une autre manière. Alors, il y a une autre possibilité. Il y a une autre possibilité. Le code du travail, comme vous l'avez dit, c'est un code qui a été en tant que tel, en tant que code du travail, même s'il y avait une législation industrielle avant, qui date de 1973. Et depuis 1973, il a connu un certain nombre d'évolutions. On peut dire globalement que jusqu'en 1982, ces évolutions étaient plutôt positives, hein, dans le sens de l'amélioration des droits des travailleurs au sens large, et que globalement, je mettrais la barre à 85-86, en gros, depuis ces années-là, il subit un certain nombre de coups de couteau, hein, de coups de canif. Alors il y a eu quand même des périodes où on s'est reposé, mais globalement la tendance est à la diminution des droits des travailleurs. Et ce que nous propose dans les ordonnances, les projets d'ordonnance Macron, c'est là pour le coup faire table rase, carrément, d'un certain nombre de droits qui ont été acquis. Un législateur de 68, s'il est encore vivant, il ne doit pas en revenir. S'il est mort, il doit se retourner dans sa tombe, parce que c'est quand même énorme ce qu'on est en train de nous faire. On est en train de nous supprimer les délégués du personnel. Quand même, les délégués du personnel, c'est 1936. Quoi. Enfin bon, donc on est en train de nous supprimer les DP, on est en train de nous supprimer le comité d'entreprise, nous supprimer en tant que tel le CHSCT, hein, alors que c'est une institution qui a eu quand même beaucoup de mal à prendre son indépendance, à avoir un certain nombre de droits, notamment dans simplement en matière d'hygiène et de sécurité, mais aussi en matière de risques psychosociaux. Bref, il y a d'autres possibilités. Cette autre possibilité, nous avons sous la coordination d'Emmanuel Doquès, hein, qui est professeur à Paris 10, Nanterre, Paris-Ouest, La Défense maintenant, écrit un code du travail. Alors ce code, c'est un début, hein, bien sûr, c'est toujours, on peut toujours l'améliorer, bien évidemment. Pendant l'écriture de ce code, ça nous a quand même pris un peu plus d'1 an et demi, on a travaillé en lien avec les organisations syndicales qui ont bien voulu travailler avec nous. Il ne s'agissait pas de dire on prend vos propositions, on les met telles quelles, puisque nous sommes, nous, 23 universitaires, on est juristes, on est tous juristes, hein, voilà, mais on a travaillé effectivement, notamment avec, je peux le dire, avec la CGT, hein, évidemment, aussi avec la CGC, vous voyez, hein, comme quoi, également avec Solidaire. Voilà, on a travaillé avec les organisations syndicales qui ont voulu répondre à notre proposition de travail. Petite parenthèse, nous avons bien évidemment envoyé ce code et ces propositions à un certain nombre de candidats à la présidentielle. Donc nous l'avons fait au mois d'avril, hein, puisque notre code est sorti en mars. Pas à tous, hein, je peux le dire aussi,
Hein, bon. Alors, nous l'avons envoyé donc à Mélenchon, à Hamon et à Macron. Voilà, nous en avons remis une couche assez récemment, pendant l'été. Nous avons contacté les membres du cabinet de la ministre du Travail, ainsi que ceux du président de la République et du Premier ministre, en leur envoyant notre code et en leur disant il y a des propositions qui peuvent peut-être être prises, puisqu'on nous dit on va réformer le code, regardez ce qu'il y a là-dedans. Alors c'est pas un scoop, dans les ordonnances Macron, il n'y a rien. Ils n'ont rien pris de ce que nous proposons, rien du tout. Alors cet autre code du travail, je vais essayer d'être très rapide et je ne vais pas faire de technique, mais il s'agit globalement d'un code qui est, en l'état actuel, il est possible que ce code puisse s'appliquer sans que ça perturbe outre mesure je ne sais quoi, et c'est quelque chose qui est compatible avec la société actuelle. Contrairement à ce qu'on nous dit, il n'y a pas qu'une façon de s'en sortir de la crise, c'est pas casser les droits des travailleurs, et je ne fais pas de militantisme quand je dis ça, je constate, c'est tout. C'est pas casser les droits des travailleurs et donner plus de pouvoir aux employeurs, par exemple en limitant le périmètre de détermination des difficultés économiques et donc en permettant à des sociétés multinationales de mettre leurs filiales françaises en déficit et du coup le licenciement sera justifié, c'est ce qu'on nous propose là, hein, d'accord ? Donc il y a des possibilités. Ces possibilités, elles sont, encore une fois, compatibles avec la société actuelle. Par exemple, on propose de rétablir le principe de faveur. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est que le principe de faveur. En deux mots, le principe de faveur, c'est appliquer la règle, le droit le plus favorable aux salariés. Quand on a une succession, par exemple, on a un accord d'entreprise, un accord de branche et puis une loi. Et bien c'est facile, quand il y a, la loi prévoit 5 semaines de congés payés, l'accord de branche il en prévoit 6, on peut toujours rêver, et l'accord d'entreprise 8, on applique 8. Voilà. Maintenant ce qui se passe actuellement, c'est que même si la loi prévoit 6 semaines de congés payés et que l'accord de branche en prévoit 6 aussi ou 7, si l'accord d'entreprise en prévoit 5, on n'en a plus que 5. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Donc nous, on rétablit le principe de faveur. Ce n'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire en tant que tel. On améliore la possibilité pour les salariés d'avoir, de participer à la vie de l'entreprise. Et on calque les périmètres de détermination de la représentation du personnel sur la réalité et non pas sur les structures juridiques. Si je prends un exemple, on va dire 1 ou 2 détenteurs de capitaux peuvent créer, je ne sais pas moi, une vingtaine de structures juridiques distinctes avec 3 salariés dans chaque entreprise, dans chaque structure juridique, et donc pas de représentation du personnel, rien du tout. Mais si on met tout ça bout à bout, ça fait effectivement quelque chose de plus important, et là, on peut dire, on peut mettre en place de la représentation du personnel. Nous, c'est ce qu'on fait. La Cour de cassation avait essayé, mais bon, on l'a limité. Et puis, on met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de travail temporaire en proposant un contrat à durée indéterminée, mais attention, pas celui du MEDEF, hein. Pas le contrat à durée indéterminée du MEDEF qui peut être rompu comme ça, non. Tous les contrats sont des contrats à durée déterminée, certains d'entre eux pourront éventuellement avoir une clause de rupture anticipée. Donc on renverse le processus. Tout ça, donc je ne vais pas... Pierre m'a dit de ne pas monopoliser la parole, donc je ne veux pas monopoliser la parole, mais si vous avez un certain nombre de questions, d'ailleurs je vais la passer à Olivier pour voir ce qu'il en dit, mais on peut parler sur un... Il y a d'autres possibles. Voilà. Avec cette introduction que vous apprécierez quand vous voudrez, on est au cœur de ce que nous souhaitons. Y a-t-il d'autres possibles dans le domaine des droits des travailleurs, dans tous les domaines de la vie?
Et à notre avis, on ne se posera pas cette question fondamentale. Peut-on faire autrement? On va s'enferrer dans les difficultés. On a décidé, compte tenu qu'on a peu de différence d'âge, vous le remarquez tous, de se tutoyer avec Olivier. Alors toi, Olivier, tu es militant syndical, et d'après mes petits échos, parce que nous avons des amis communs, tu te dépenses, comment tu vois la bataille nécessaire, indispensable, du contre le mauvais coup qui se prépare? Il reste des choses dans le Code du travail qui sont utiles aux travailleurs, la preuve, ce que vous avez dit, mais sur ces autres possibles. Et puis en plus, je veux bien lui dire, tu as aussi le droit de dire ce que tu veux. C'est encore possible. Oui, alors juste pour me présenter, donc Olivier Maillan, donc je suis le secrétaire du syndicat CGT, donc de la Directe de Saône-et-Loire. C'est un sigle, en gros c'est l'inspection du travail, il y a d'autres services dedans, mais je vais vous épargner ça. Les militants sont quasiment tous inspecteurs du travail. Je suis secrétaire adjoint de l'Union départementale de Saône-et-Loire et auparavant j'avais des fonctions nationales au ministère du Travail, fonction syndicale nationale, et notamment j'avais participé donc, au groupe confédéral CGT qui était chargé de élaborer les positions et les propositions à faire justement au groupe de juristes qui réécrivait le Code du travail, donc à l'époque où il était encore en discussion et quand justement Emmanuel Doquet, Florence Debord, etc. Rencontraient les confédérations. Voilà, nous on avait un groupe, puisqu'on avait pris, ça n'avait pas été si évident que ça à la CGT au début, mais il y a toujours une méfiance, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais après, une fois que c'est parti, on avait un bon groupe, on était une quinzaine de mémoire, où on participait à Anne Braun, etc., qui est la responsable du pôle juridique. Donc voilà, je travaillais là-dedans, et avant de répondre à la question, je pense que c'est utile de préciser, mon syndicat national était à l'initiative d'un collectif qu'on avait lancé avec Copernic à l'origine. Donc c'est une association, et on avait réussi à regrouper, donc ce collectif on l'avait appelé CQFD, ce qui était en fait un cycle volontairement ambigu, le code qu'il faut défendre. En fait, il faut le prendre même avec un point d'interrogation, est-ce que le code qu'il faut défendre c'était déjà le code actuel, ou est-ce qu'il ne fallait pas tout simplement le réécrire aussi? Et donc ce collectif c'est largement élargi, donc la Confédération CGT nous a rejoints, on avait Solidaire, FSU, Syndicat de la magistrature, Syndicat des avocats de France, j'en oublie sûrement, sur la partie syndicale. On avait l'UNEF, l'UNL pour les syndicats étudiants, mais on avait donc ATTAC, Copernic pour les associations, mais on avait élargi sur le spectre politique, enfin spectre c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas sur l'aspect, la sphère politique, on avait le NPA, on avait France Insoumise, le Parti communiste français, le PCOF, des frondeurs du Parti socialiste. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais plus s'il y avait les Verts. Mais enfin voilà, pour vous dire comment on avait travaillé pendant la loi El Khomri sur le collectif. Je précise ça pour enchaîner par rapport à la réponse. Je vais prendre la réponse moi sous un angle syndical, un angle de syndicaliste, bien que c'est mon opinion personnelle. C'est pas forcément ce que je vais dire, la position de la CGT. C'est ce que je défends à la CGT, mais en interne à la CGT, mais c'est vraiment personnel. Ce qu'on a souvent dans les débats internes entre syndicalistes, c'est d'ailleurs pas spécifique à la CGT, on pourrait prendre d'ailleurs des exemples d'autres organisations syndicales. Je l'ai encore entendu la semaine dernière, on fait du syndicalisme, on fait pas de politique. Donc certes les politiques, ça c'est sûr, ils ne sont pas forcément syndicalistes. En revanche, quand on fait du syndicalisme, j'ai un peu du mal souvent à concevoir qu'on ne fasse pas de politique. Parce qu'à part le syndicalisme du carreau cassé, et encore, ça dépend ce qu'on appelle le syndicalisme du carreau cassé, le reste, en réalité, on est sur du terrain politique. Quand on combat des lois, des projets de loi, on fait de la politique. Quand on porte des revendications, quelles qu'elles soient, quoi qu'on en pense, que ce soit les 32 heures, que ce soit la sécurité sociale professionnelle, qui sont des revendications de la CGT, c'est éminemment politique en réalité. C'est politique parce que de toute façon, le droit du travail est le droit profond, enfin par essence politique. C'est le droit le plus politique qui puisse exister.
puisque le travail est quelque chose de fondamental dans une société. Il va même en fonction de comment on établit les relations de travail, on va avoir le système, enfin le social, ça va déterminer la société dans laquelle on vit. Hein, pour prendre des exemples simples, une société où on dit que tout le monde travaille 7 jours sur 7, même si on a un repos, mais que le repos du conjoint n'est pas le même jour, etc. C'est pas la même société qu'une société où on dit qu'il y a un jour par semaine minimum, où tout le monde s'arrête de travailler, profite de sa famille, fait du sport, des activités culturelles, etc. C'est pas la même société. Donc voilà, c'est un exemple très bateau, mais c'est pour expliquer souvent quelque chose qu'on oublie. Le travail est, aussi détermine l'économie aussi, la vision de l'économie qu'on a. Les différences gauche, droite, tout ce que vous voulez, sont souvent des visions économiques et du coup la place du travail est tout de suite fondamentale dans cette vision-là. Donc le droit du travail est politique, il est aussi politique parce que tout simplement c'est un droit qui est issu de lutte. Rien n'a été donné. Hein. Tout ce que les travailleurs ont comme droit, ils l'ont acquis. Il n'y a jamais eu de cadeau de quelque parti politique que ce soit. Certes, ce sont des lois qui ont été ensuite votées et faites, mais elles sont issues souvent de longues luttes, hein, pour certaines des dizaines d'années de lutte, hein, pour obtenir des journées de 8 heures ou des congés payés. Il faut se rappeler que ça ne s'est pas fait en une bataille de 6 mois. Hein. Et puis à cette époque-là, il y avait aussi des morts, hein, parce que la troupe, elle tirait. Donc voilà, c'est un droit qui est profondément politique parce qu'il est question de rapport de force. Rapport de force des deux côtés, hein, de ce que je disais, les salariés gagnent des choses, mais c'est pareil, le patronat il gagne d'ailleurs actuellement, il gagne beaucoup de choses dans le rapport de force. Donc voilà, c'est pour illustrer un petit peu. Et du coup, par rapport à ce que je voulais dire, pour revenir sur, on fait du syndicalisme, on ne fait pas de la politique, qui s'est beaucoup développé ces dernières années dans les organisations syndicales, la CGT, bon, pour ce que je connais le plus, hein, évidemment, a provoqué le fait qu'on s'est dessaisi de pans entiers en fait, de notre action. C'est-à-dire que même quand on a des revendications, on va s'arrêter, on ne va pas forcément aller jusqu'au bout. Si on prend les 32 heures ou la sécurité sociale professionnelle, on a construit toute la revendication, mais il y a un moment donné où on s'arrête parce qu'on estime qu'on va sur le terrain politique, qu'on franchit des lignes. Ce qui est dommageable parce que je pense que si le politique ne doit pas aller marcher sur nos plates-bandes, je pense que nous on doit aller sur leurs plates-bandes pour les forcer, dans l'hypothèse où on a un rapport de force suffisant, à transcrire dans la loi ce que portent les travailleurs. Et du coup, à faire ça, on a beaucoup délégué. Donc on délègue au pouvoir politique, aux partis politiques, le soin de nous faire des lois, plutôt qu'on cherche à les écrire nous-mêmes, même si ces derniers temps ça a quand même changé. Hein. La CGT justement, on pourra prendre un peu des exemples, ça, on a avancé quand même là-dessus. Le MEDEF, lui, ne se prive pas. Hein. La loi de 2013 sur la loi de sécurisation des licenciements, c'est comme ça que je l'appelle, parce que dire sécurisation de l'emploi pour dire que ce sont des plans sociaux, des licenciements, etc., voilà, c'est pas vraiment de la sécurisation de l'emploi. Cette loi, c'est le MEDEF qui l'a écrite. Ils sont arrivés devant le ministre avec un projet de loi qui a été modifié à la marge. La CFDT aura obtenu l'augmentation de certains délais, enfin des choses comme ça qui sont ridicules. Voilà, mais le MEDEF ne se prive pas, lui, d'arriver avec son projet. Nous, on le fait beaucoup moins, on délègue, et on délègue même du coup, ce qui fait qu'on arrive à des élections où on doit choisir le projet de société de chacun. Et quand on le voit, ce que ça donne, c'est que de plus en plus, on n'a plus beaucoup de choix, hein, parce qu'il y a beaucoup de partis où le programme, il n'y a pas d'autre alternative, hein, pour reprendre le programme politique de Thatcher, c'est exactement la même chose, hein, quand vous prenez sur la partie économique, les Républicains En Marche, en termes de différence sur le droit du travail, en réalité, il n'y avait rien. Donc voilà, alors pour revenir sur les solutions, bien évidemment, c'est à nous de les reconstruire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se ressaisisse nous-mêmes de ces sujets, qu'on construise nous-mêmes,
parce que c'est parfait, hein, le code qui est proposé, mais pareil, on a quand même eu tendance à déléguer à des universitaires le soin de faire ce travail-là. Il faut aussi que nous, travailleurs, ça vienne des travailleurs, le soin de réfléchir, parce que aussi du coup on ne réfléchit plus forcément, hein, on est toujours, on est contre, hein, mais on voit qu'à force d'être contre, on n'a jamais autant perdu. Donc là maintenant, de toute façon pour on en est, on n'a plus grand chose à perdre, avec les ordonnances, si jamais ça passe, de toute façon ce code du travail sera indéfendable, donc autant nous-mêmes nous réunir, réfléchir, travailler, que ce soit, quel que soit le cadre, hein, que ce soit dans une organisation syndicale, que ce soit dans un cadre beaucoup plus large, mais à nous de repenser le travail et par définition la société dans laquelle on souhaiterait vivre pour que ça vienne des travailleurs eux-mêmes et qu'on ne soit pas sans arrêt soumis à choisir des programmes politiques qui de toute façon on n'est même jamais sûr qu'ils l'appliquent, quand bien même le programme serait magnifique. Donc voilà, pour peut-être lancer le débat sur, moi je fais sur une partie syndicale, un point de vue peut-être syndical de la question pour ouvrir ce débat, et puis j'ai plein d'autres choses à dire, mais on va faire un dire. C'est ce que nous voulions du point de vue syndical de celle qui a contribué à écrire ce projet à débattre. Alors maintenant nous allons en débattre. Florence Debord a dit, vous le savez, je vous le redis, on veut qu'il y ait beaucoup de temps à l'échange, à la construction ensemble. Elle n'a pas tout dit sur le projet et Olivier non plus. Alors allons-y maintenant. Que fait-on ce matin, cet après-midi? On s'est battu, je reprends tes mots, contre, et il le faut. Et là, il faut travailler le pour. Il faut dire, ôtez-vous, on peut proposer autre chose. Et je suis sûr qu'il y a des salariés ici, dans cette salle, qu'ils soient en activité ou en retraite, la clairvoyance est toujours, et l'expérience est la même. Allons-y. J'ai un petit micro baladeur. Ça me manque juste quelqu'un pour te balader. Il n'y aurait pas... Je vais me balader. Ah bah tiens, c'est... comme moi, c'est un petit jeune qui va le prendre. Là. Allons-y. Allez. Et à 8h15, 20, on dira, oh, on va arrêter. Non, j'ai encore quelque chose à dire. Alors allons-y. On n'est pas tous à la fois. Oui, pas tous à la fois. Sinon, Voilà. Ça va marcher. Oui, elle nous a parlé d'un nouveau CDD. Moi, je voudrais en savoir plus sur les propositions qu'ils ont faites dans le Code du travail par rapport au CDD, au CDI. Est-ce que ça peut être une question qui est intéressante? Je ne sais pas. Et on se tutoie toujours. Qu'est-ce qui t'a taraudé? Parce qu'on va avoir l'avis de Florence Debord. Oui, ben, je veux son avis justement. Bien, Je veux savoir ce que Florence Debord a proposé, ce qu'elle propose dans son nouveau code du travail par rapport au contrat à durée déterminée, le nouveau contrat. Voilà. En général, on prend 2 ou 3 questions. Allez, c'est parti. C'est comme un départ de course cycliste. Il y a un peu d'échauffement et après ça va plein pot. Le Code du travail actuel, il a quand même été pas mal massacré déjà sous l'ère Sarkozy et sous l'ère Hollande. Des pages entières du Code du travail ont été arrachées. Donc il n'est pas très très favorable aujourd'hui au monde du travail. Hein. Moi je suis conseiller du salarié, j'ai eu l'occasion de regarder un peu dans le Code du travail. Bon, c'est pas... Moi, je préférerais un truc bien mieux que ça, quoi, hein. Maintenant, sur les organisations syndicales, et particulièrement la CGT et la politique, je rejoins complètement ta position. Je fais partie de ceux dans la CGT qui me bat pour dire... Enfin, quand la CGT faisait de la politique, entre guillemets, il y avait 3 millions d'adhérents. Et à la Libération, il y en avait même 5. Et aujourd'hui, il y a 700 000. Depuis qu'on ne fait plus de politique d'ailleurs. Alors je ne sais pas si... Bon. J'ai vu un documentaire dans un stage syndical de 36. Il y avait Benoît Frachon avec 2 autres camarades de la CGT et en face d'eux, assis, Léon Blum et 2 membres du gouvernement. Et Frachon dit, ça sera 15 jours de congés payés. Ça sera augmentation des salaires.
enfin, il développe toutes les revendications des travailleurs, et Blum s'exécute. Pourquoi il s'exécute? Parce qu'il y avait des grandes grèves, parce qu'il y avait un rapport de force pour le monde du travail. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le rapport de force, c'est les patrons qui dominent. Donc, Gattaz, il va trouver les présidents de la République. Il a commencé avec Hollande, même avec Sarkozy. Il va continuer avec Macron en disant pour les patrons, il faut ci, il faut ça, il faut autre chose. Et les autres, ils s'exécutent. Donc, tout est une question de rapport de force. Alors, cet après-midi, c'était bien. Il faut que le 21, ça soit encore mieux. Mais moi, à mon avis, il faut bloquer l'économie dans ce pays. Il faut les taper à la caisse, sinon on peut manifester aussi nombreux qu'on sera. Ça passe, quoi. Demain sera un autre jour, etc. Quoi. Moi, je pense qu'il faut les taper à la caisse. Allez, Florence Debord, on y va. Merci, Pierre. Le contrat unique, pour répondre à Janine. Alors, c'est pas le contrat unique du MEDEF. C'est un contrat à durée indéterminée. Tout contrat serait à durée indéterminée. D'accord? Mais on reconnaît qu'il y a quand même des hypothèses où on pourrait avoir recours à des contrats, on va dire, de courte durée. Dans ce cas-là, il y aurait dans ce CDI une clause permettant la rupture de ce contrat, mais la rupture causée. Il faudra aller vérifier si la cause est bien réelle. Une cause qui permettrait la rupture de ce contrat dès lors que le recours, par exemple un remplacement de salarié absent, dès lors que le remplacé reviendrait. Mais il faudrait que le juge puisse vérifier que le remplacé est bien revenu et que l'on n'a pas fraudé à la loi comme ça se fait. Tout le monde le sait aujourd'hui que la plupart des salariés sont d'abord embauchés en CDD, alors qu'il y a théoriquement des cas de recours. On ne peut pas embaucher n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quoi en CDD. Mais tout le monde sait qu'en principe, on fait du CDD. Alors que là, nous, on propose de faire du CDI. Je rebondis sur les 32 heures, Olivier. Effectivement, les 32 heures, les 32 heures chères à la CGT. Nous, on les a inclus dans le Code du travail, mais il ne s'agit pas de baisser en tant que tel la durée légale à 32 heures. Il s'agit d'une part, donc, ce qu'on propose, c'est de la laisser à 35, mais de faire en sorte que les heures, s'il y a des heures supplémentaires, elles soient tellement onéreuses pour l'employeur qui préférerait embaucher plutôt que d'avoir recours à des heures supplémentaires. Et s'il veut faire un petit peu d'annualisation du temps de travail, on lui permettrait, mais dans ces cas-là, il faudra qu'il baisse la durée du travail. Et il n'y a pas de possibilité de passer outre avec des pseudo-contreparties comme dans les accords actuels. C'est-à-dire, ok, vous voulez moduler un peu le temps de travail, mais dans ces cas-là, c'est 32 heures. La durée du travail, ça sera 32 heures, et non pas 35. Voilà, pour faire ça. Alors, si un truc, on parle de changement de société, juste une proposition, on propose que les congés paternité soient aussi importants que les congés maternité, pour éviter les discriminations à l'égard des femmes, puisque là, c'est pas un scoop non plus, tout le monde le sait. Vous avez un certain nombre d'employeurs qui ne vont pas vous embaucher des femmes jeunes en disant « Oh là, elles vont avoir des gamins, c'est bon ». Donc ça se fait aussi. Donc nous, on propose, d'une part, d'augmenter ces congés, mais de dire que les congés maternité et les congés paternité soient exactement de la même durée. Comme ça, pas de discrimination sexiste. Je veux bien rebondir sur ce que disait Alain. Et puis, juste avant, par rapport aux 32 heures, justement, c'est un exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure. La CGT porte à le mot d'ordre des 32 heures, mais où on n'a pas construit en réalité comment concrètement on met en œuvre dans une loi les 32 heures. Ce qui fait que
Pour en revenir à la délégation, on va déléguer le soin aux partis politiques dans l'hypothèse où on en a un jour qui soit bien gentil pour nous faire ça, de faire la loi sur les 32 heures. Et vous pouvez vous retrouver avec une très belle revendication, hein, quelle qu'elle soit, et un texte bien pourri, parce que le législateur, il peut vous flinguer une très belle revendication en pas grand-chose. Il vous glisse plein de cochonneries dedans, et les 32 heures, il peut vous faire comment contourner les 32 heures pour un patron, enfin, etc. C'est assez simple juridiquement à faire. C'est là où, justement, le fait de rester à des mots d'ordre, parfois, c'est aussi dangereux pour nous, en réalité. Et pour faire tu disais quand la CGT faisait de la politique, il y avait 3 millions d'adhérents, etc. Bon, je pense que c'est pas uniquement lié au fait qu'on fasse peut-être moins de politique, mais ce que je vois, c'est que surtout à l'époque, alors je ne sais pas quelle époque on prend, mais si on prend 36, etc., les gens se battaient pour quelque chose. On ne se bat vraiment plus pour quelque chose, même si on a des mots d'ordre. Oui, on a la sécurité sociale professionnelle en mot d'ordre, les 32 heures, des choses comme ça, que vous voyez en réalité très rarement dans les manifs. En réalité, c'est pas pour ça qu'on fait des manifs, on fait pas des manifs pour ça. C'est qu'on a des ordonnances à empêcher de mettre en œuvre. Donc certes, on va mettre sur une banderole 32 heures, quelque chose comme ça, mais c'est pas réellement une bataille pour gagner quelque chose. Et du coup, peut-être que ce qu'on a perdu vis-à-vis des travailleurs, c'est de donner envie, de donner l'espoir et de montrer qu'on se bat pour quelque chose, pour gagner quelque chose. D'ailleurs, là, on se bat pour empêcher de perdre des choses, mais heureusement que d'autres auparavant s'étaient battus pour qu'on ait quelque chose. Donc c'est bien ça qu'il faut qu'on remette en place. Et voilà, quand on parlait de projet de société, je le rappelle régulièrement, alors c'est tout le temps mon dada, mais il n'y a pas 36 cas de figure non plus. Là, le patronat et les gouvernements qui sont à sa vote démolissent le programme, notamment, pas uniquement, mais le programme du Conseil national de résistance. C'était qu'on était en pleine Seconde Guerre mondiale et il y a des résistants qui risquaient de mourir et qui se sont dit, donc déjà ils étaient sûrs qu'ils gagneraient, ce qui est quand même, faut se remettre dans la situation, un optimisme quand même particulièrement élevé. En plus de ça, on va gagner et on va réfléchir à la société qu'on veut une fois qu'on aura gagné. Donc on créera la sécurité sociale, on fera des choses comme ça. Et c'est ça qui nous manque en réalité, c'est cette inventivité, parce que certes on est sur le domaine du travail, mais ça détermine une société. Avoir une sécurité sociale, fondamentalement, c'est pas une même société que là, qu'aux États-Unis. Vous voyez tous les débats qu'il y a toujours, alors que c'est pas le paradis non plus ce qu'a fait Obama. Bon, c'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant, mais voilà, c'est fondamental. Et c'est de retrouver de donner envie et de se battre pour quelque chose, et qu'il ne soit pas uniquement d'empêcher quelque chose. Là-bas. Ah, pardon, Gérard, excuse-moi. Il y a deux intervenants. Alors, on reviendra. Voilà. Moi, je pense que une des difficultés que nous avons aujourd'hui pour mettre ce potentiel humain en mouvement, il est d'abord de nature idéologique. D'ailleurs, je pense que dans les têtes du monde du travail, il y a un certain nombre d'idées fortes qui n'aident pas à la mobilisation. Tu l'as dit un peu à ta manière quand tu expliques ce qui avait fait les conquêtes à la libération, le programme du Conseil national de résistance, cet espoir qu'il y avait derrière, alors qu'il y avait un combat contre à mener, mais il y avait un espoir derrière. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'idées qu'il faut inverser, quoi. Et c'est une des grandes difficultés. Je donne deux exemples. Moi, je trouve que dans le monde du travail aujourd'hui, il y a, le patronat, le capitalisme, les capitalistes ont gagné pour l'instant l'idée que c'est le patron l'essentiel. L'entreprise, c'est le patron. Alors que l'entreprise, c'est le travail. C'est un espèce de travail de sable, de culpabilisation du monde du travail dans lequel on est. Moi, j'étais dans une entreprise, mais
d'autres salariés là, pourraient le dire aujourd'hui. En matière de management, c'est la culpabilisation permanente. Tu es une charge. Tu ne sais pas travailler. Tu peux être plus efficace. C'est une dimension humaine qui pèse aujourd'hui dans le monde du travail. Et je dis ça parce que le deuxième exemple, c'est aussi sur la question des 32 heures. Je pense que pour l'instant, on n'a pas gagné. Alors qu'on est dans une société où la productivité a explosé dans ces dernières années, et ben dans les têtes des gens, c'est pas possible les 32 heures. C'est-à-dire qu'il y a plus de richesses, il n'y a jamais eu autant de richesses, sauf qu'elle est mal partagée, et on a réussi à ce que les gens pensent que, au contraire, les caisses sont vides, il faut faire des efforts, etc. etc. Le droit au bonheur n'est pas inscrit dans les têtes aujourd'hui. C'est cet esprit qui permettrait cette dynamique de transformation. Et je pense que le Code du travail, c'est un peu ça la difficulté aujourd'hui, parce que il aurait besoin, ce Code du travail, justement, de pas de défendre en état, mais de le mettre à la hauteur des défis de la période. Oui, on peut réduire le temps de travail. Oui, on peut sécuriser à vie le contrat de travail, une espèce de sécurité sociale professionnelle. Moi, je suis à un parti, on parle comment on appelle ça, d'ailleurs, tout le monde a des termes, mais comme personne s'est emparé des questions, c'est pas bien grave. Mais c'est l'idée que quelque part, tout au long de sa vie, on peut avoir des temps de travail, on peut passer en formation, mais qu'on sécurise avec un vrai salaire, avec un salaire qui permette de sécuriser sa vie, quoi. Jusqu'à la dimension de la pension de retraite, qui est aussi une manière de sécuriser sa vie à un autre moment, avec d'autres activités, une autre manière de faire. Cette conception-là, je pense qu'elle doit être la vision demain d'un futur contrat de travail, et de futur code du travail. Et malheureusement, moi je le dis, mon sentiment, moi aujourd'hui, c'est que idéologiquement, c'est dur, d'où l'intérêt des initiatives comme ce soir, mais il faut aussi avoir la lucidité. Combien de gens partagent ce type de débat, hein, combien de gens lisent un certain nombre de journaux. Faut pas rêver, hein. Et c'est pas, alors je m'excuse pour certains qui peuvent, c'est pas Internet qui va nous régler le problème, hein. Parce que là, faire passer des choses comme ça, ça demande un peu plus d'efforts et de vivre ensemble, et de collectif, et de travailler en commun pour y réfléchir, hein. Est-ce que vous m'autorisez à dialoguer avec Joël Lefebvre? Oui. Parce que je partage ce qu'il a dit, mais je l'interroge et je vous interroge. Et je m'appuierai beaucoup sur ce que tu as dit, que je partage totalement. Imaginons, parce que nous disons à l'atelier, il faut changer la société, il faut en finir avec le capitalisme. Il faut espérer en autre chose. De partout, ça se joint. Je voulais vous emmener le premier journal le Fracas, le Théâtre des Îles à côté. Nous avons un centre national de création théâtrale, ma chère à Montluçon, et mon cher. Il y a un édito d'une quarantaine d'artistes nationalement connus, directeurs de centres, etc., et qui disent qu'il n'y a pas de tâche plus urgente que de faire espérer une nouvelle société. Joël, et pour nous toutes et nous tous, imaginons des syndicats, je prends le mien, qu'on me pardonne, la CGT, qui, simultanément à la conduite d'une bataille contre la casse et pour préserver ce qui existe, tiens, ça vaut mieux que deux tours tout de suite. Mais imaginons un syndicat, je fais que te répéter un peu, mais qui disent, voilà le Code du travail, un projet sur lequel on travaillait, 23 universitaires, des syndicalistes, il y avait un panel très large. Les syndicats font comme tâche première de dire « Monsieur Macron, vous mentez aux Français. Votre gouvernement, il ment. Voilà ce qu'il est possible de faire de nos jours. Vous l'avez dit, l'économie le permet. Vous ne sortez... Excusez-moi, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous n'avez pas fait des révolutionnaires avec ce code. Vous êtes resté dans le possible, mais le changement. Imaginons qu'aujourd'hui, une des bandes, on l'aurait dit, vous pouvez les ranger, vos ordonnances. Nous avons entre les mains ce que nous voulons pour une autre société humaine au travail. Imaginons les partis progressistes, dans lesquels je mets, si j'oublie, vous m'en tiendrez rigueur, le NPA, le Parti communiste,
la France Insoumise, parti de gauche, je ne sais pas si on peut encore dire que la France Insoumise, peu importe, je ne m'arrête pas au mot, disent, ils seraient typiquement dans leur rôle. Ce travail, l'atelier s'en est acheté. Ce travail qui est là-dedans, nous allons le débattre, le discuter, mais nous allons partout le discuter. Est-ce qu'on prend conscience que la bataille serait tout autre? Pour l'instant, Macron est quand même un petit peu inquiet, il s'emporte les feignants, les machins, etc. Mais on est sur son terrain. Vous me comprenez? Or, on viendrait, il faut emmener tous ceux qui veulent nous enterrer sur notre terrain. Il n'est pas sûr, Joël, et à vous toutes et à vous tous, que le débat d'idées n'avancerait pas vite. Or, les syndicats et les partis politiques que je vous ai cités ne le font pas, et même si toute la salle me jette quelque chose, tant pis pour moi, ne le font pratiquement jamais. C'est ce qui nous a amené à quelques-uns à faire cette rencontre pour dire... Joël, tu te rappelles ce qu'a dit le milliardaire Buffett aux États-Unis? Il a dit, il y a une grande bataille d'idées dans le monde, c'est ma classe qui l'a gagnée. Ils nous ont enterrés. C'est peut-être vrai que si on ménageait un peu le code du travail, ça créerait des emplois. C'est très vrai quand même des charges sociales. C'est honteux, hein, ce qui paye les charges sociales, etc. La Sécu, soyez malade, ayez des problèmes aux dents, etc. etc. C'est ça le cœur de la soirée de ce soir et de notre action, c'est il y a d'autres possibles. Et on dirait avoir l'activité syndicale, je suis un peu critique, je vous l'accorde, et l'activité politique, il n'y a pas d'autre horizon. Mais si, et ils sont, ça c'est mon côté, je crois bien que vous me l'avez dit tout à l'heure au café, on a déjà bu un café tous les deux, elle m'a dit, vous êtes optimiste. Mais oui, si on ne l'est pas, il a parlé d'espoir au moment de la résistance, etc. Mais il faut l'avoir, cette espérance. Et les possibles, ils sont là. Je vous prie toute l'assistance de m'excuser, mais vraiment, cette intervention nous permettait de dire qu'on peut. Sinon, allez, je vous le dis franchement, ce soir, les cheveux blancs l'emportent sur les cheveux blonds et les cheveux bruns. Parce que moi, j'ai la chance, je suis entouré de deux jeunes. Qu'est-ce qu'on laissera aux générations à venir si on ne se lève pas tout de suite? Allez, j'arrête. Gérard. Bon, bah, ça tombe bien, je vais prolonger. Moi, je suis d'accord avec Joël, le problème de fond, il est idéologique, c'est-à-dire que, tu parles de lutte de classe, etc., notre classe n'a pas conscience, en fait, de ses possibilités et de sa force. Je crois que c'est ça. Et on arrivera à remonter cette bataille idéologique sur des problèmes concrets. Et on en tient un, là, je crois. Et la démarche qui a été faite de ne pas rester dans la défensive, mais de passer à l'offensive, en proposant un autre code du travail, il faut qu'on la prolonge. Tout à l'heure, il a été évoqué le CQFD, je ne sais pas si c'est sous forme d'association, mais enfin bon, ça regroupe des forces syndicales et des forces politiques. Bon, et bien moi je pense qu'il faut relancer ça, il faut relancer CQFD et le décliner localement. C'est-à-dire partout, localement, où existent ces forces syndicales et ces forces politiques qui étaient d'accord pour construire un nouveau code du travail, on puisse, en liaison avec les candidats aux législatives, qui se sont, puisqu'il est question de faire une loi, hein, c'est bien ça, il serait question de faire une loi, qu'on puisse mettre en place localement, partout, des ateliers législatifs, où il y aurait des juristes qui viendraient nous dire comment on écrit une loi, mais pour l'essentiel, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, il y aurait un travail d'éducation populaire, de travail avec les travailleurs eux-mêmes, et même plus généralement de l'ensemble de la population. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place maintenant. Et ensuite, on a quand même quelques députés. On en a 17 du côté de la France Insoumise, il y en a 12 ou 13, je ne sais plus combien ils sont dans le groupe communiste, même si les ultramarins ne sont peut-être pas partie prenante de l'affaire. Il y a quelques frondeurs qui seraient peut-être d'accord aussi pour être dans ce groupe-là, mais ils ont des créneaux quand même à l'Assemblée nationale. Et est-ce qu'ils ne pourraient pas, au cours de ce créneau, après le travail des ateliers législatifs, faire une proposition de loi reprenant ces éléments, y compris en les enrichissant d'ailleurs, parce que peut-être dans les ateliers législatifs localement, il y a des gens qui vont dire qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin que ce que vous proposez. Voilà.
C'est ce que je propose. Oui, oui, non, mais pour venir à ce que vous disiez en dernier lieu, bien sûr que c'est perfectible, hein, ce code c'est perfectible parce qu'on s'est dépêché sur la fin pour justement pouvoir le sortir avant les présidentielles. Ça a été... voilà. Donc sur la société, alors je vais revenir à des choses peut-être un peu plus terre à terre, mais quand on nous dit qu'il n'y a qu'un seul modèle de société, il n'y a qu'une chose qui vaut, soyez tous entrepreneurs, devenez tous ubérisés, puisque c'est ça hein, qui est en train de nous... C'est pas tellement... Enfin, je vais dire, c'est pas tellement... Si, c'est un peu les CDD, les CDI, les licenciements économiques, mais c'est surtout cette espèce de croyance que si on devient entrepreneur à son compte, eh bien c'est bon, on va s'en sortir, on va se faire de l'argent. Il y a des grosses campagnes de pub à l'université qui incitent les mômes, les étudiants, qui sont un peu grands, hein, mais qui les incitent à faire livreur de pizza en vélo, machin, tout ça, et qui sont à leur compte. Donc là, il n'y a pas de contrat de travail qui tienne, il n'y a pas de sécu qui tienne, il n'y a rien qui tient, et tout ça pour... Donc ça, dans notre proposition, eh bien, ça disparaît. Ça disparaît puisque on crée une catégorie de salariés. Ça veut dire quoi, salariés? Ça veut dire le droit à la sécu. Une catégorie de salariés qui seraient des salariés éventuellement externalisés, des salariés autonomes qui auraient la possibilité de travailler mais qui seraient couverts par nos propositions. Voilà, c'était juste puisque à l'issue de la société qu'on propose. Oui, je rebondis sur ce que tu disais. Alors sur la proposition de loi, ça serait bien, mais il faut impérativement que la rue porte. Parce que on peut rassembler tous les députés qu'on veut pour faire une proposition de loi d'opposition à l'Assemblée. Si c'est pas porté dans la rue, si c'est pas porté par les travailleurs, ça sert à rien. Alors ça mérite d'exister, de permettre des réflexions, etc. Mais ça reste dans un cercle restreint d'experts, etc. Ce qui est pas le but. Vraiment, il faut que ça soit porté. Et justement, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer. Alors je sais pas si j'arrive bien à le faire, mais ce que je faisais au début, il faut pas que ce soit les politiques qui, quels qu'ils soient, hein, et c'est pas péjoratif, hein, qui nous travaillent pour nous. Il faut que ce soit nous qui travaillons, qui portons les choses, qui quasiment écrivons, même si en effet après on peut s'aider de plus experts, etc. Mais et que en gros les politiques ils n'aient plus qu'à finir le travail, que c'est juste l'enregistrement démocratique, etc. Mais vraiment il faut que ça soit porté par les travailleurs. CQFD, c'est vrai, bon, je ne l'ai pas précisé hein, au début, mais on avait fait des déclinaisons locales. Alors pas de partout, mais on avait un certain nombre de départements qui avaient fait les déclinaisons locales. Alors il faut réactiver, et pour prendre des points positifs quand même, faut pas... je suis d'un éternel optimiste, donc il n'y a pas de souci. Là, c'est pas plus tard que la semaine dernière, on a décidé en Assemblée Générale de syndicats à Mâcon, donc CGT, hein, mais... alors on va pas appeler CQFD, mais de se réunir. Donc en gros, pour l'instant les parties prenantes, donc c'est à Mâcon, hein, donc il n'y a pas il n'y a pas forcément toutes les structures que je vous ai énumérées au niveau national, mais on va se rencontrer. Donc à l'initiative de la CGT, hein, c'est l'union locale qui va le porter. On invite et on met autour de la table ATTAC, côté associatif. On a invité les autres organisations syndicales. Et on a invité donc, le Parti communiste, la France insoumise, Ensemble, j'essaye de ne pas oublier, enfin bon, peu importe, mais voilà, je crois que c'est ça, hein, parce que de toute façon, c'est plus limité. Et donc de se réunir pour voir pour toutes les échéances qui vont venir, parce qu'on veut se servir de la mobilisation pour débattre. Donc on veut organiser un débat public avec toutes ces organisations. De profiter des journées de mobilisation pour que soit le matin de la mobilisation, soit à la fin de la manif,
On enchaîne avec un débat public, voilà, puisque les gens sont là, il faut en profiter, c'est plus dur de faire venir aussi les gens sur une autre date, bien qu'on le fera aussi, pour ponctuer, pas se limiter aux journées d'action. Voilà, c'est un peu ça l'idée, de se démultiplier et de débattre différents sujets. Voilà, à la fois, bon, il y avait la question d'expliquer ce qui se passe actuellement, mais justement, vous, travailleurs, de quoi vous auriez besoin, de quoi vous rêveriez, quoi, d'aller sur ce que souhaitent les gens pour faire travailler, les faire réfléchir et de créer cette dynamique-là. Parce qu'en effet, je rebondis aussi sur ce que disait Joël, c'est ça ? On a une énorme propagande, ça c'est clair, on a eu une vraie propagande pour nous dire il n'y a pas d'autre choix, les retraites on est obligé de travailler plus longtemps, vous devez avoir moins de remboursement à la sécu quand vous êtes malade, enfin ça on l'a à longueur de temps et depuis, alors moi j'ai 32 ans mais il faudrait que je compte, je crois que je dois avoir ça depuis 95, donc depuis mes 10 ans je dois entendre ça moi à la télé quoi. Donc j'ai quasiment tout le temps entendu ça. Et ça, ok, il y a cette propagande, mais justement, le meilleur moyen, on a un souci évident, c'est vrai que les gens lisent beaucoup moins, ou alors sur Internet, c'est pas toujours évident, c'est qu'il faut attraper les gens, discuter avec eux. On a réussi à le faire, là, ce week-end et le précédent, il y a les forums d'associations. Et ben en vue des manifestations, on a posé le Barnum, etc. Et on distribuait les tracts pour les manifs, mais on discutait avec les gens. En plus, là, les gens ont le temps, c'est le week-end, ils sont en famille, et avec un accueil assez favorable. Nous, on l'a fait aussi dans la rue, dans des journées d'action. En juin, on a fait une semaine avec 3 jours d'action dans Saône-et-Loire, dans 3 villes différentes, donc Mâcon, Chalon-sur-Saône et Mont-Solimine, pour les effectifs de l'inspection du travail. On a fait ça, donc notre syndicat CGT, avec l'interprofessionnel CGT, FO, CFE-CGC, Solidaire, voilà, donc on a fait tout ça, et quand vous discutez avec les gens dans la rue, comme ça, devant les vitrines où ils regardent les vêtements, etc., et ben, on a eu un accueil extrêmement positif, on en profitait pour faire signer des pétitions, et on a été surpris de la quantité qu'on a faite comme ça, juste avec les passants, en discutant avec les gens. Et il y a le terreau. Alors le problème, c'est de faire la marche, de passer la marche vers l'action. Parce que globalement, bon, évidemment, il y a toujours qui nous ont envoyé paître et compagnie, mais un accueil de la population, et ils ne sont pas dupes de ce que fait Macron. Enfin, les gens sont en réalité convaincus, malgré toute cette propagande en réalité. Parce que de toute façon, on leur a tellement promis depuis tellement longtemps avec cette propagande que ça irait mieux. Et à un moment donné, les gens ne sont pas totalement stupides non plus, quoi. Donc Pascal Châtelain, retraité SNCF et encore élu prud'homme pour 2 ou 3 mois. Donc moi, le code du travail, à l'heure actuelle comme il est écrit, il ne me gêne pas. Il est épais, effectivement, mais quel est le code dans les lois françaises qui n'est pas épais? Puisque ces codes se nourrissent de jurisprudence. Donc même si celui-ci est tout petit, au bout d'un moment, il va sûrement, dans ce que j'ai appris, voilà mon ressenti. Pour revenir sur l'ambiance à l'heure actuelle, d'un point de vue CGT, pour ma part, dans la société actuellement, l'éducation, c'est l'individualisme. C'est-à-dire à l'école, on en prend aux enfants à être individuels. On ne leur apprend pas à être collectif. À tel point que, même dans les équipes de foot, ça ne marche pas forcément. On en arrive là. On a des mauvais résultats dans nos équipes nationales. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas d'équipe, on parle d'individus. Donc, dans la société, ça se ressent. Effectivement, on dit aux gens, battez-vous pour vous, mais le collectif, on n'y touche pas. Il ne faut pas y aller. Et qu'est-ce que dit le syndicalisme? Le syndicalisme, il dit le contraire. Il dit, en formant des équipes, on est plus fort que tout seul. Et ce discours, tant qu'il ne passera pas chez nos jeunes, nous on l'a écouté ce discours parce qu'on est quand même, on a un peu de bouteille, on peut reporter ça cet après-midi. Combien on était en pourcentage d'anciens, de cheveux blancs, comme tu disais, dans la rue, plutôt que de jeunes. Et dans toutes les manifs qu'on fait à l'heure actuelle depuis 10-15 ans, c'est ça. Voilà. Encore?
Les élèves du fond ne se sont pas assez exprimés encore. Il va y avoir des sortes. C'est les cheveux blancs. Dans les groupes, voilà. Monsieur Platon-Michel, retraité, travaillé au Centre FPA. Je suis à 100% d'accord avec monsieur, parce qu'on ne pourra rien faire, tout le monde le sait, depuis je ne sais pas combien d'années. L'être humain, le français, pour généraliser, il passe qu'à sa gueule. Un individu, et comme ça, on ne fera jamais rien. Le patron ne passe qu'à lui, ce qui est un peu logique. Moi, je monterai l'entreprise comme la remporte, avec les ennuis, les charges et tout, sinon c'est pas la peine. Et les gens n'ont plus le respect du travail, la moitié du temps. Et actuellement, on est un quart qui travaille, 3/4 qui vit sur l'argent des autres. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Rien. Alors pour résumer, je vous dirais, on est à 3 mois et demi de la Noël, mais au Père Noël, il y a longtemps que j'y crois plus. Voilà. Encore. Si on sort des fêtes religieuses, c'est pas gênant. Hein. Bonsoir. Moi, je pense qu'on a la chance d'avoir une universitaire là, qui a rédigé. Donc j'aimerais en savoir un peu plus sur les grands articles qu'elle propose. Si elle pouvait balayer rapidement ce nouveau code du travail, les points les plus saillants, on va dire, dans son code du travail, et ce que l'on peut commencer à porter pour nous. Merci. C'est un sentiment qui est partagé, on peut le comprendre. Hein. On y va un peu plus? Allez, chère Florence. Alors, je vais essayer de s'en faire une liste à l'après-vert. Donc, les points essentiels. C'est d'abord le rétablissement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le rétablissement du principe de faveur. C'est fondamental. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est, eh bien, plus on descend au niveau de l'entreprise, voire au niveau de l'établissement, et moins on peut créer de droits pour les salariés. Donc on remet la pyramide dans le sens où elle était, hein, globalement, depuis les années 70, où ce principe avait été inscrit en tant que tel. La deuxième chose, j'essaie de ne pas être technique, ça va être difficile. La deuxième chose, c'est étendre le champ d'application du Code du travail. On l'a dit plus ou moins tout à l'heure, le champ d'application du Code du travail actuellement, ce sont les personnels qui sont dans une situation subordonnée de droit privé. Ça exclut des milliers de vacataires ou de contractuels de droit public qui sont traités un peu n'importe comment. Hein. C'est ma spécialité, c'est vraiment mon objet de recherche. Moi, c'est la... Vous savez, s'en souvient, il peut-être. C'est vraiment ça. Et ça exclut les travailleurs ubérisés. Tous les gens qu'on voit passer en vélo dans les grandes villes, il y en a plein, c'est souvent des jeunes. Et s'ils ont le malheur d'avoir un accident, ben, ils sont foutus. Hein. Ils ont non seulement plus de boulot, mais ils n'ont pas de sécu non plus. Donc nous, on étend le Code du travail, les principes protecteurs à l'ensemble des travailleurs, excluant les vrais indépendants, entre guillemets, les vrais indépendants. Voilà. Mais sinon, on étend tous les travailleurs. Troisième point, j'essaie d'être rapide, j'en ai déjà parlé un peu, c'est bien, bon, on a du temps. C'est la généralisation du contrat à durée indéterminée, la disparition des contrats, donc avec ce contrat unique, mais à durée indéterminée, donc la disparition des CDD avec... au départ, il y avait 3 cas de recours en 82 pour les CDD. Maintenant, je ne sais pas, il y en a moins 15 ou 20, 25 peut-être. Bah, si tu comptes les contrats aidés... Ouais, si je compte... Oui, enfin bon. Donc tout le monde peut trouver. Là, nous, comme ça, on revient aux fondamentaux des cas de possibilité de limiter par une clause de rupture anticipée, mais justifiée dans 2-3 hypothèses, pas plus.
quatrième chose, c'est un peu plus technique, les conseillers prud'hommes vont comprendre de quoi je parle, c'est l'annulation, j'ai bien dit l'annulation des licenciements injustifiés. Je ne vais pas faire un cours de droit du travail, mais globalement, quand un licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, la seule chose que peut obtenir le salarié aujourd'hui, ce sont des dommages et intérêts. Normalement, ils sont déterminés par le juge. Il n'y en a plus pour longtemps, puisque bientôt, ça sera... Voilà. Oui, il peut demander sa réintégration, mais il faut que l'employeur soit d'accord. Donc, ça veut dire jamais. Tandis que là, c'est l'annulité. Donc l'annulité, ça veut dire réintégration de droit. Même si l'employeur n'est pas d'accord, on y retourne. Voilà. Cinquième chose, c'est la réforme. Alors là, je suis moins au point là-dessus parce que c'est vraiment pas une partie que j'ai traitée, mais c'est la réforme du droit du chômage. La réforme du droit du chômage avec justement la mise en place d'une sorte de sécurité professionnelle de façon à ce que au bout de 3, 6 ou un an, enfin 6 mois ou un an, on ne soit plus lâché dans la nature, en fin de droit, terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Donc avec la possibilité, donc intégrer avec la formation professionnelle, la vraie possibilité de remettre les chômeurs sur les rails, et puis au travail, s'ils le souhaitent bien sûr. Je ne vais pas... sixième point, tout ce qui est réforme du temps de travail. Et ça avait fait l'objet, ça avait été repris en substance, pas véritablement dans la formulation dans laquelle on l'a fait, mais en substance dans le cadre d'une proposition de loi qui émanait Front de Gauche, Écologie, Les Verts à l'époque, mais elle n'est pas passée, notre proposition, c'est El Khomri qui l'a emportée. Donc, la création du temps libre et du temps libre protégé, c'est-à-dire l'impossibilité pour un employeur de, grâce au téléphone portable et par SMS, voilà, j'ai fait soutenir un tas d'étudiants hier et qui me racontaient comme ça en disant « Oui, mais nous on les prévient par SMS ». Ils ont fait leur stage et ils préviennent, donc dans les services de ressources humaines, ils préviennent les salariés par SMS. Ça, tu viens bosser aujourd'hui. Voilà. Bon. Donc, nous, le temps libre est protégé, c'est-à-dire que si l'employeur empiète pour une raison X ou Y, même si c'est pour une raison exceptionnelle, sur ce temps libre, on double le temps libre. Je ne sais pas si vous savez, mais la loi, donc il y a, alors là je ne sais plus, il y a plus que le temps qui passe, est revenue sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait dit qu'une période d'astreinte n'était pas une période de repos. Quand on est d'astreinte, on n'est pas en vacances. Ce n'était pas une période de repos. Donc, le salarié qui était en astreinte devait avoir droit à son repos, qu'il s'agit d'un repos hebdomadaire ou de repos journalier. Eh bien, la loi est venue pour contrer cette jurisprudence et pour dire le salarié qui est d'astreinte mais qui n'est pas intervenu, il a été en repos. Donc, vous étiez d'astreinte tout le week-end. Vous êtes resté, alors maintenant il y a les téléphones portables, vous avez pu vous éloigner, vous n'êtes pas obligé de rester à côté de vos téléphones. On ne vous a pas appelé, mais vous n'avez pas pu aller à la pêche ou faire les soldes ou faire ce que vous voulez. Mais on ne vous a pas appelé, mais vous étiez en repos, donc vous n'avez pas le droit au repos. Ça, nous, pour le coup, ça devient complètement illégal. Ce serait jamais que l'application de quelques textes internationaux sur lesquels on s'assoit de plus en plus. Autre possibilité, donc je vous ai dit, la durée du temps, le temps de travail, donc septième point, la réduction du temps de travail, avec une vraie limitation à 35 heures, et si on veut faire un petit peu de modulation, descend, et donc pour arriver aux 32 heures, avec un vrai surcoût des heures supplémentaires, l'objectif étant
que les 35, les 32 ou les 33 dans notre système, puisque ça serait dégressif, puissent effectivement créer de l'emploi, parce que contrairement à ce qu'on dit, les 35 heures ont créé de l'emploi quand elles ont été utilisées correctement, ce qui n'a pas évidemment été le cas après, puisque voilà. Donc, pour créer de l'emploi, vaut mieux employer, il faut que ça revienne plus cher à un employeur de faire des heures supplémentaires à ses salariés plutôt que d'embaucher quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, si on fait ça, il n'y a pas de raison. Le type, il va, comme il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, moi je suis chef d'entreprise, je regarde ce qui est le mieux pour moi. Mais si c'est le mieux pour moi d'embaucher quelqu'un plutôt que de faire des heures sup à mes salariés, eh ben je vais embaucher quelqu'un. Voilà. Donc il faut, il faut créer les règles qui le permettent. Autre chose, ça j'y tiens, je le redis, c'est la création d'un congé paternité dans les mêmes conditions qu'un congé maternité qui s'applique à tous les couples, qu'il s'agisse de couples homosexuels ou de couples hétérosexuels, donc les deux parents d'enfants naturels, d'enfants de tout ce que vous voulez, ont droit au même congé. Comme ça au moins, il n'y a pas un sexe qui va l'emporter sur l'autre. Bon. Ensuite, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure, c'est rétablir la réalité factuelle en ce qui concerne les écrans placés entre les salariés. Je vous ai fait tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple, je vous ai dit, vous êtes détenteur de capital, vous y mettez à 2 ou 3 et vous créez une trentaine de structures avec une super holding, machin, enfin tout ce que vous voulez. Dans chacune des structures, vous avez 3-4 personnes, comme ça au moins vous êtes tranquille, vous n'avez pas de syndicat, vous n'avez pas de représentant du personnel, rien du tout. Donc là, ça on le supprime. Donc. On le supprime. Et donc, on permet de lever les écrans qui existent entre le pouvoir, le véritable pouvoir, celui qui détient le capital. Hein, le pouvoir, c'est pas seulement le directeur d'établissement. Le pouvoir, c'est celui qui détient le capital. Parce que le directeur d'établissement, bien souvent, il est salarié aussi. Hein, donc, il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc, vraiment, enlever ces écrans entre le pouvoir, enfin, les vrais détenteurs de pouvoir, et puis les salariés. Et puis 2, 3, alors, comment enlever ces écrans? Là, j'ai un peu travaillé dessus. Rendre obligatoire la possibilité pour les représentants du personnel de convoquer l'actionnaire principal dans une société, même si l'actionnaire principal, c'est pas celui qu'on croit. Donc on pourrait remonter la chaîne des actionnaires et la possibilité de le convoquer. C'est aussi, et ça participe de cette possibilité, la généralisation de ce qu'on appelle l'assurance qui garantit les salaires, de l'AGS. D'accord? La généralisation de l'AGS, et l'AGS pourra elle aussi se retourner contre l'actionnaire principal. Parce que dans le système Macron, par exemple, quand on va vous mettre une filiale française en faillite, fichu, terminé, licenciement justifié, là encore une fois, on propose aux salariés, puisqu'on va développer j'ai oublié, les conventions de... Tu sais les trucs là de mobilité, on vous baisse le salaire, on vous change de lieu de travail. Merci. Voilà. Oui. Donc je ne sais plus comment on va les appeler, mais donc les anciens noms c'était ça. Oui, les anciens. Donc ça va se développer, les accords maintien de l'emploi. C'est-à-dire qu'on dit aux salariés, bon ben alors tu veux quoi? Tu veux perdre 20% de ton salaire, aller travailler. Alors je cite souvent Lille, moi vu de Lyon parce que c'est pas la porte à côté, ou Brest, hein, c'est encore pire. Ben non, bon ben alors dehors. Qu'est-ce que tu veux? Donc la personne y va, ça va se développer. Donc tout ça pour vous dire que dans ce cas, l'assurance générale des salaires va pouvoir se retourner, elle aussi, contre l'actionnaire principal et aller vraiment chercher qui a eu le pouvoir. Ah oui, un truc, ça j'en ai pas parlé, mais c'est assez
c'est pas mal aussi, moi je trouve. On va supprimer les agences de travail temporaire. Voilà. Plus d'agences de travail temporaire. Terminé, fini. On n'externalise plus le travail. Et donc, le salarié aura un contrat de travail directement avec la personne qui l'emploie, avec l'employeur qui l'emploie, personne morale qui l'emploie. Alors, on n'exclut pas la possibilité qu'il y ait des entreprises qui aident l'employeur. Mais la relation de travail, elle sera avec l'employeur et non pas avec l'entreprise de travail temporaire. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? On va garantir j'aurais dû commencer par là. On va garantir l'accès à l'emploi des travailleurs handicapés. On va rétablir les élections prud'homales. Vous voyez, je parle comme si c'était au présent, hein, comme si on allait le faire demain. On va permettre l'élection directe du comité de santé et des conditions de travail, qui sera notre CHSCT. Là on va le supprimer. Donc, nous, au contraire, hein, ça sera une élection directe. Et puis, on va renforcer le droit au juge en créant... Ça, alors là, ça dépasse notre compétence, on a fait juste 2-3 articles là-dessus, en créant une juridiction du travail, une vraie juridiction sociale. Vous savez que pour l'instant, il y a 2 ordres de juridiction. On a l'ordre de juridiction administratif et puis on a l'ordre de juridiction judiciaire. Et puis en droit du travail, on a quoi? Les conseils de prud'homme, pour tout ce qui est relatif aux litiges individuels, et puis on a aussi éventuellement le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance pour ce qui concerne les relations collectives. Mais tout ça, c'est des juridictions judiciaires. Donc on va créer un 3e ordre de juridiction qui sera un ordre social, une juridiction sociale avec des juges qui seront élus et qui auront tout le contentieux du travail et de la protection sociale, contentieux du travail privé, contentieux du travail public, je suis fonctionnaire chez quoi je parle, et puis pareil, avec une cour d'appel spécialisée, et voilà. Donc ça, c'est notre grand projet. Et puis pour finir, j'aurais dû commencer par là parce que c'est quasiment une introduction dans notre code. On s'est posé la question de savoir si on devait les mettre, alors que s'il s'agit de principes que l'on trouve dans la Constitution, dans les textes internationaux, dans les conventions de l'OIT, etc. On commence par rappeler un certain nombre de principes, de droits fondamentaux des travailleurs. Et parmi ces droits fondamentaux des travailleurs, il y a notamment le droit de grève. Voilà, le droit de grève, et droit de grève qu'on essaye d'encadrer afin d'éviter un certain nombre de dérives. Par exemple, le droit de grève, il est conçu dans notre code comme le droit d'exprimer son mécontentement, et non pas seulement comme la cessation concertée et collective du travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles, ce qui est la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation. Voilà. Donc le droit d'exprimer son mécontentement, on peut faire grève sans être obligé de cesser son travail. On peut faire grève en exprimant d'une autre façon, hein, par exemple en ralentissant les cadences. C'est pas de la grève aujourd'hui, ça. Par exemple si je prends en laissant les barrières levées sur les autoroutes pour permettre aux automobilistes de passer gratuitement, c'est pas de la grève aujourd'hui, c'est de la faute. Hein. En chauffeur de TCL, bon c'est pas les TCL ici, mais chauffeur de bus, etc., laissant passer les passagers gratuitement, c'est pas de la grève, c'est de la faute. Un type il risque rien d'autre que d'être licencié, et ben pour nous ce serait de la grève. Voilà. J'ai essayé d'être rapide, si vous voulez, je pourrais rentrer dans les détails, mais bon, peut-être pas là pour ça. Ça vaudrait le coup qu'on débatte un peu quand même. J'ai pas peur des mots utopie, possible, impossible, réaliste, irréaliste. Il faut croire au Père Noël. Au moins demi. À 3 mois, je pense bien. Chaque année, c'est la même date.
nous avons parlé du travail à venir, c'est-à-dire dans les années à venir. Qu'est-ce qui va se passer avec la robotisation? Oh, j'en ai pas besoin. Non, c'est qu'on ne vous écoute pas. Oui, pardon. Dans les années à venir, qu'est-ce que, selon les probabilités, que vous connaissez sans doute mieux que moi, étant donné la robotisation qui se présente, qu'est-ce que va devenir donc le Code du travail? Celui l'actuel et celui que vous proposez. Parce que les chiffres sont quand même un peu alarmants, non? Je sais pas, 10%. 10% de... Si je comprends bien l'article que j'ai sous les yeux, qui date de 3 jours, la robotisation en France annulerait environ 10% de la main-d'œuvre. Alors ça ne veut pas dire grand-chose parce que je pense que ça sera 10% cumulé ensuite. Ça veut dire que dans 5 ans, 10 ans, on n'aura plus de main-d'œuvre. Non? Quelqu'un veut débattre sur cette question? Je sais pas, je me pose la question. J'ai entendu un brave chirurgien de grand hôpital parisien qui a reconnu textuellement que le robot opérerait mieux que l'humain. Le robot, lui, il n'a pas de problème, il n'a pas mal aux dents, et il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas de Parkinson. C'est ce qui nous attend, peut-être, non? La chemise jaune, presque jaune. S'il te plaît, j'aimerais bien que tu te présentes, si tu me permets, et que tu dises aussi l'important et enthousiasmant coup de main que tu nous as donné pour cette soirée. Je m'appelle Pierre Zilbert, je suis accompagné par Alexandre Dissocio, qui est le président de la commission de gestion de Mutual, qui est une mutuelle. Et donc, à travers notre comité d'action mutualiste, eh bien, on a aidé, on a contribué dans la mesure de nos moyens à appeler nos adhérents à participer à cette rencontre aujourd'hui, parce que les problèmes qui sont évoqués aujourd'hui nous touchent en premier lieu. Une modification de la législation sur le travail impacte directement les salariés dans leur santé, et en tant que mutualiste, ce sont des questions qui nous interpellent. Donc c'est pour ça qu'on a appelé nos adhérents de la région de Montluçon à participer à ce débat, et que effectivement ce qui se dit est très intéressant pour nous. Alors moi je voulais rebondir sur la question précédente. C'est vrai que c'est une vraie question qui se pose. Pas simplement la robotisation, mais l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui on en est aux prémices, mais dans un laps de temps, nos arrière-petits-enfants verront une société différente, puisque les machines seront capables, et mieux que l'homme, sans s'arrêter, sans week-end, etc., seront capables de faire le travail des humains. Mais ça pose effectivement vraiment la question du partage des richesses qu'on évoquait précédemment. J'allais dire, cette avancée de la technologie, il sera difficile d'aller effectivement en compte, et donc il ne faut pas retarder la question du partage des richesses. Et c'est aujourd'hui qu'il faut répartir la richesse différemment, parce que ce problème va faire, à mon avis, c'est une opinion qui est toute personnelle, mais que s'aggraver dans le temps. Merci. Un autre, et puis on laisse la parole aux deux intervenants. J'en avais une tout à fait terre à terre. Qu'est-ce que vous proposez par rapport au travail du dimanche? Est-ce que vous revenez sur la notion de week-end? Ce qu'on propose, on rétablit on rétablit le travail du dimanche. Non, on rétablit l'interdiction du travail du dimanche, sauf bien évidemment dans
des entreprises au sens large où c'est nécessaire, c'est-à-dire globalement les entreprises de services publics, personne. Voilà. Ah oui, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était une mesure qui avait été dite comme une mesure phare, pardon. On supprime les jours fériés religieux. Voilà. Bon, à la place, on crée une autre semaine de congés payés. Que le salarié pourra, sauf Noël. Noël, on le garde, parce qu'on y croit quand même au Père Noël. Voilà. Et donc, que le salarié pourra prendre quand il veut. Hein, il pourra les prendre au moment des fêtes religieuses, quelle que soit sa religion, et puis s'il est athée, il pourra les prendre quand il veut aussi. Voilà. Non, mais le 1er mai, c'est pas une fête religieuse. Je suis arrivé beaucoup en retard, mais est-ce que vous avez parlé du temps partiel des salariés? Parce que beaucoup de salariés en ce moment travaillent en temps partiel. Et le temps partiel, ils ont beaucoup de désavantages vis-à-vis des autres. Je suis arrivé en retard, mais est-ce que je peux dire que vraiment on en a parlé? Ouais. Je crois. Et on pourrait y revenir, mais on la garde, hein, on ne va pas l'évacuer. Alors, on débat un peu sur cette question de la robotique, de l'intelligence artificielle, etc. Alors c'est intéressant parce que justement, là on est clairement dans le débat sur la société en réalité. Quelle société on veut pour le futur, etc. Parce qu'évidemment il faut réfléchir pour aujourd'hui, mais il faut arriver à se projeter parce que aujourd'hui c'est pas forcément demain. Au risque de choquer, mais c'est un peu volontaire, ça dépend comment on voit et pourquoi faire, mais la robotisation, moi je peux être pour. Si c'est pour que les travailleurs se cassent pas le dos et qu'à 45 ans ils soient tout cassés, j'ai envie de dire, oui, si on a des outils mécanisés pour lever des charges, etc., c'est mieux qu'un travailleur qui les soulève lui-même. Ça c'est mon côté inspecteur du travail. Mais aussi j'avais vu une étude qui avait pris plusieurs choses, qui prenait pas forcément la robotisation, mais mais on peut le lier, parce qu'on est une société qui produit. On est vraiment dans la production, parce qu'il faut chercher le profit, chercher à attirer, à produire pour que les gens achètent, même s'ils n'ont pas vraiment besoin, etc. Et en réalité, on est une société qui produit beaucoup plus que ce qu'elle a besoin. Et notamment pour des logiques de profit, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et il y avait une étude qui avait fait que si on produisait juste ce dont on a besoin, on pouvait diminuer le temps de travail jusqu'à... en fait, on pouvait occuper tout le monde à 20 heures par semaine. J'ai envie de dire, peut-être que les robots, ça peut être ça aussi. De se servir des robots. Donc déjà, il faut les fabriquer quand même, les robots. Donc il y aura forcément aussi des travailleurs pour les faire. Mais bien qu'on peut fabriquer des robots qui fabriquent des robots, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est pareil, ça dépend pour quoi faire. Parce que je vais être un peu plus, en revanche, pessimiste sur l'idée que j'ai pas vraiment envie de me faire opérer par un robot, par exemple. Voilà. C'est pour l'avis du professeur Voilà. En effet, mais voilà, donc ça dépend de comment on le voit. Qui est quand même un grand hôpital et qui j'ai oublié son nom, c'est bravo. C'est pas un plaisanteur. Ouais. Après voilà, je le prends volontairement sous l'angle, mais ça peut être des robots, mais autre chose, comme je vous disais, même sous l'angle, est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'on produit, afin de diminuer le temps de travail de chacun, et d'avoir, parce qu'on travaille, on vit pas pour travailler non plus en permanence, en plus pour quelqu'un d'autre. Voilà, ça interroge justement sur la société qu'on veut. Si on a des moyens de travailler moins longtemps pour avoir dans sa vie privée, consacrer sa vie privée, et justement je vais rebondir sur des choses que j'aimais beaucoup dans ce code du travail qui était proposé, c'était cette consécration du temps de vie privée. De concevoir que même de partir de là, ok, il y a le temps pour travailler, mais vraiment de sacraliser un peu un droit fondamental à la vie privée. Et ça, je trouve que c'était une chose qui est intéressante, qui est exactement prise de façon inverse en réalité dans les logiques actuelles de législation. Donc il y a ce côté-là. Et une chose que tu n'as pas dite, et je trouve que c'est intéressant, pour rebondir aussi sur une intervention que tu avais faite tout à l'heure, c'est que vous n'êtes pas parti
du code existant pour le modifier, l'améliorer. Ils ont fait table rase, ils ont oublié complètement le code actuel et ils ont tout réécrit sur la logique qu'ils ont jugée eux-mêmes la plus pertinente, etc., mais qui du coup n'est pas celle du code actuel. Et je trouve que comme ça force en plus à réfléchir, à voir à réfléchir à comment on le voit, quoi. Bon voilà, volontairement provocateur sur la robotisation, mais voilà, c'est pas forcément un mal. Après, il faut vraiment être très vigilant sur évidemment ce qu'on en fait, pourquoi, évidemment. Voilà, et puis sous l'angle, vraiment j'étais sous l'angle diminuer le temps de travail de tous pour que tout le monde puisse travailler, et pas très longtemps, à la limite c'est pas bien grave. Si on travaille tous pas longtemps, bah, moi ça me choque pas. On est des feignants, il paraît. Et humainement, la robotisation, en médecine, rapidement, il y a une chose qui m'a interpellé dans les explications. Alors d'abord, j'ai pas lu ce projet de code du travail, de nouveau code du travail. J'ai eu l'impression, au fur et à mesure des explications, qu'il était plus question sur pas mal de sujets de revenir en arrière, ce qui est déjà pas mal, comment dirais-je, des reculs considérables qu'on a dû subir ces dernières années. Ce qui est déjà pas mal, mais en même temps, on cherche les bouleversements fondamentaux, peut-être qu'ils existent, mais je ne les ai pas, moi, personnellement, complètement saisis. Ce que je voulais dire par là, c'est par exemple, sur un thème central, je vous ai entendu parler tout à l'heure des actionnaires en recherchant l'actionnaire principal pour rechercher le fauteur, le responsable, notamment par exemple d'un plan de licenciement, pour l'interpeller et pour que les instances du personnel puissent s'adresser au donneur d'ordre. Eh bien, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas remis en cause dans cette histoire, fondamentalement et même à minima, la société capitaliste dans laquelle on se trouve et qui fonctionne sur le modèle de l'actionnariat. Il me semble que une des premières choses qu'il faudra remettre en cause, c'est bien le système par actionnariat qui est un système, et on tombera tous d'accord je pense là-dessus, qui est un système qui pousse à faire produire toujours plus, à accumuler toujours plus de profits. C'est donc bien la racine à laquelle il faut s'attaquer, en tout cas en partie. Je vous rassure, je n'ai pas de solution à part un bouleversement fondamental de la société qui dépasse largement la refonte du Code du travail. Mais ce que je constate là dans cette nouvelle conception du Code du travail, c'est qu'elle ne me remet pas en cause cette société capitaliste dans son fonctionnement fondamental. Et ça me gêne un petit peu, même si je comprends parfaitement qu'on ne se situe pas dans l'après-grand soir, et on sait très bien que ce sera très compliqué de dépasser cette société capitaliste. En attendant, il y a probablement des choses à faire pour accompagner ce nouveau Code du travail. Ça sera une transformation de la société qui permette d'avoir ensuite un Code du travail qui soit en corrélation avec cette transformation. Sans transformation de la société, on n'en restera qu'à un Code du travail protecteur pour les salariés, mais en même temps qui restera toujours protecteur et dans un système où les actionnaires continueront à rechercher la plus grande productivité possible au mépris de l'humain. Dernière chose, pour ce qui est du Code du travail, moi je pense que là, de toute façon, même par rapport à ce projet, qui est un beau projet, probablement, l'urgence du moment, elle est surtout de faire reculer le gouvernement sur l'ensemble de son projet. Alors on n'a pas réussi à le faire reculer avec la loi El Khomri, c'est de graves reculs en arrière, avec, je rappelle quand même, remettre la négociation au niveau des entreprises, c'est revenir, on le dit assez souvent au XIXe siècle, au moment où il n'y avait absolument pas de réglementation, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est détruire toutes les protections générales des salariés pour en revenir à des négociations d'entreprise de gré à gré, et on sait ce que ça donne dans ce rapport de force
où les salariés, les travailleurs n'ont pas la main. Et de toute façon, surtout dans les petites entreprises et même souvent dans les grandes. Donc on est confronté à ces difficultés. Et puis je finirai mon intervention par une chose très importante à mon sens. S'il y a bien un combat qu'on doit livrer entre les nouvelles dispositions du Code du travail, que portent les ordonnances Macron, c'est la disparition des CHSCT. Je le dis parce que moi j'ai rempli, comme beaucoup de personnes ici, plusieurs mandats. J'étais délégué du personnel, j'étais membre de CHSCT, j'ai siégé en comité d'entreprise. Donc je connais un petit peu, comme certains d'entre eux, d'entre vous, le fonctionnement de ces instances. Le CHSCT, c'est une instance particulièrement importante. Pour la protection des travailleurs, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Croyez-moi, je travaille à France Télécom, je sais que c'est grâce au CHSCT qu'on a pu diligenter des enquêtes, faire des expertises, et notamment sur le mal-être au travail et sur les suicides qu'il y a eu. Et bien plus que ça, puisque aujourd'hui, dans la nouvelle disposition qui est prévue, il est prévu qu'on fusionne ces CHSCT et disent-ils, à part peut-être les entreprises qui sont classées Céveso, qui pourraient conserver, et je parle au conditionnel, des CHSCT. Je rappelle qu'on n'a pas besoin, une entreprise n'a pas besoin d'être classée Céveso pour avoir des produits toxiques, hautement toxiques. Je prends le cas de France Télécom, il y a eu cette affaire des parafoudres radioactifs qui a explosé. On sait qu'il y a eu plusieurs cancers graves. Ce n'est pas une entreprise qui est classée Céveso et pourtant ça fait beaucoup de morts parmi le personnel, notamment des lignes et des personnels qui travaillaient dans les répartiteurs et qui manipulaient ces matériels. Et on sait aujourd'hui que le rôle des CHSCT, le rôle du CHSCT a été essentiel pour à la fois dénoncer, mettre la main sur ces risques professionnels, les faire examiner par des instituts et pouvoir agir par la suite. Tout ceci va disparaître et ça a une grande gravité parce que ça va augmenter d'une manière considérable le nombre de morts dans les entreprises et on sait qu'il est déjà en train d'exploser depuis quelques années. C'est là-dessus qu'il va falloir se battre, à expliquer, parce que c'est les personnes, et je raccourcis, j'en finis, les personnes, il faut les convaincre que ce qui arrive, c'est terrible pour eux et dans leur travail. Et je pense que les gens ne le savent pas. Et on doit beaucoup travailler là-dessus avant de proposer, et je suis d'accord, il faudra proposer un nouveau code du travail. Excusez-moi pour la longueur. Donc deux choses, oui, je l'ai dit tout à l'heure, on a été peut-être vus comme des universitaires, comme une bande de gauchistes, peut-être, sans doute, en tout cas par certains de nos collègues. En revanche, c'est pas une révolution que l'on propose. C'est quelque chose qui est tout à fait compatible avec la société actuelle. Maintenant, pour ce qui concerne, vous ne remettez pas en cause la société capitaliste. On ne peut pas remettre en cause, nous, 23 universitaires, la société capitaliste. En revanche, à travers les mécanismes dont je vous parlais tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses que et on ne revient pas, hein, contrairement à ce que vous aviez dit, on ne revient pas à ce qui existait en 82, voire avant. Non, c'est quelque chose de complètement nouveau. Hein. Le CHSCT tel qu'on le conçoit, c'est un CHSCT, c'est pas celui de 82. C'est celui, ça serait un CHSCT largement amélioré par rapport à ce qui est aujourd'hui, par exemple. Mais simplement, en ce qui concerne justement les sociétés et le rapport aux actions et aux droits des salariés, aujourd'hui, on sait que l'employeur est même obligé, dans certains cas, de faire des plans d'épargne d'entreprise. Ben nous, ça, on l'a supprimé. Si le salarié veut épargner, ben, il va épargner. D'accord ? Si on fait un plan de partage du capital, eh bien, si on partage le capital, on partage le pouvoir. Et on partage le pouvoir au même titre que n'importe quel actionnaire ou administrateur représentant les actionnaires. Et là, pour le coup, on crée effectivement des droits, ou même la loi de 1983, la loi dite de démocratisation du secteur public,
n'ait même pas osé aller. Hein. On va au-delà. Le salarié, enfin les représentants des salariés, deviennent dans ce cas-là de vrais administrateurs au même titre que les autres, avec les mêmes pouvoirs. Voilà. On vous proposerait d'arrêter, qu'en diriez-vous? Le temps partiel. Le temps partiel. Donc, le temps partiel, en 2 mots, oui, évidemment, on en parle. Tout d'abord, l'objet est effectivement d'éviter le temps partiel subi tel qu'il existe aujourd'hui. Voilà. Avec 2 choses. Une durée du travail à temps partiel impérative, alors évidemment contrat écrit, machin, tout ça, là, c'est normal, mais une durée du travail minimum de 24 heures et toute heure effectuée au-delà est rémunérée à 25%. Et dès lors que, de façon régulière, le salarié fait des heures complémentaires à la demande de l'employeur, eh bien le contrat est requalifié contrat à temps plein. C'est dans la loi, donc il n'y a pas à se poser la question si c'est une présomption simple ou irréfragable. C'est une présomption légale, donc requalifié à temps plein. De même que si le contrat n'est pas écrit, si la durée du travail n'est pas indiquée et les modalités d'organisation du travail ne sont pas indiquées, c'est pareil, c'est requalification à temps plein. Oui, on en parle, oui. Je voulais rebondir justement sur l'intervention. C'est pour revenir sur ce que je disais au tout début. Si on veut remettre la société capitaliste en cause, c'est à nous de le faire. C'est à nous de construire. Il faut qu'on arrête de déléguer à des gens de le faire à notre place. Surtout que le capitalisme, pour le remettre en cause, c'est sûr que c'est pas à 23 que ça risque de se faire. Il faut quand même un sacré rapport de force. Mais ça, il faut le construire, quoi. Donc j'en reviens sur le fait que c'est à nous de nous prendre en main aussi, alors quel que soit l'objectif, mais et de le réfléchir, de le travailler, d'en parler, d'en discuter et de se rassembler le plus largement possible. Je pense qu'on ne peut pas avoir le luxe actuellement de faire chacun dans son coin, de rassembler tous ceux qui luttent dans un même sens pour pouvoir avancer. Donc tout ce qui peut nous servir est à prendre, mais ça n'exclut pas que c'est à nous de construire tout ça, parce que sinon on est condamné à sans arrêt reculer. Et juste pour finir peut-être, le patronat a un programme politique depuis bien longtemps. Il l'a même écrit très clairement dans les fins des années 90, avec la plume d'Ernest-Antoine Seillière, qui a été ensuite repris par Laurence Parisot. Et ils ont eu des phrases, d'ailleurs ils l'ont annoncé très crûment, ce qui se passe actuellement, et qui en fait est en cours depuis plusieurs dizaines d'années. On pense à Parisot en 2006 qui expliquait que, alors je le fais de tête, mais c'était la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas aussi? C'est peut-être pas exactement comme ça qu'elle l'avait dit, mais je crois que en tout cas c'était le sens. Et ce que nous propose là maintenant, je crois que 10 ans plus tard, on peut constater qu'on y est. Et juste pour remonter même jusqu'à 2002, d'un point de vue patronal, Ernest-Antoine Seillière avait raison, puisqu'il affirmait dans un article au Monde, le 26 juillet 2002, où il disait « Avant on avançait dans la mauvaise direction, maintenant on recule dans la bonne ». Et je crois que ça illustre bien ce qui nous arrive, donc à nous de contrer ça, mais en proposant, en donnant envie, avec un projet qu'on discute nous, et surtout pas à déléguer. C'est à nous de construire ce qu'on veut pour le travail, ce qu'on veut pour notre société. On va juste dire quelques mots, mais pour renchérir une seconde sur des faits palpables de ce que vient de dire Olivier, et qui montrent qu'il ne faut pas attendre le grand soir, et que l'intelligence populaire est capable de faire face au rouleau compresseur des capitalistes. De simples salariés chez Fralib luttent pendant 1336 jours contre un des plus grands groupes internationaux, gagnent, et aujourd'hui il y a une coopérative. Et sachons qu'en France,
nous avons tous les deux un trou de mémoire. C'est par millions qu'on compte les salariés dans les coopératives dirigées par les salariés eux-mêmes. Il y a là les SCOP, il y a là un terreau d'intelligence, de savoir-faire et de volonté qui est incontestable. Et je pense qu'on pourrait prendre à l'image d'un paysan qui regarde sa terre. La terre, si on ne la fait pas fructifier, elle reste comme stérile. Or, notre peuple, passez-moi la comparaison, c'est un peuple qui est loin d'être stérile, qui a une grande intelligence, mais elle n'est pas fertilisée. Je m'explique. En 2005, tous les partis communistes, tous les partis politiques, c'est un défaut de 50 ans, tous les partis politiques, excepté le Parti communiste, et à l'époque c'était pas le NPA, c'était LCR, disent non à la fameuse convention, la Constitution européenne, disent non. Tous les médias, tout, dans un texte plus épais que le Code du travail, d'une complexité extraordinaire. Il y a échange, il y a débat, le non l'emporte. L'espoir, il est là. Et il faut que nous menions ce débat d'idées. C'est à quoi nous vous invitons. Revenez donc le jeudi 5 octobre. Nous allons porter un peu le fer dans peut-être ce qui va ressembler à une plaie. La dernière séquence électorale a-t-elle posé l'échec des stratégies et des pratiques des partis politiques anticapitalistes? On n'a pas voulu tous les citer. Est-ce qu'il y a lieu de ne pas considérer qu'il y a un échec, mais on en débattra, et voir où on en est. En novembre, revenez donc, en octobre toujours, le 26, il y a quelque chose qui nous bouscule et qui nourrit l'espoir. Il y a eu Syriza, ou l'interrogation en ce moment, Podemos, mais en France, il y a eu les Nids debout. Quelle que soit notre réaction individuelle, il y a la France insoumise. Enlevons les leaders de tout ça. Il y a des gens qui se bougent et qui avancent. Et nous poserons la question, quel rôle peuvent avoir les mouvements citoyens pour œuvrer au changement de société? La première, en octobre, c'est avec Pierre Zarka, la seconde, Benoît Boris, deux intervenants qui sont déjà venus. Et le 16 novembre, vous pourrez côtoyer mon voisin de gauche, Olivier Maillan, les deux autres d'avant, Pierre Zarka et Boris, et avec eux nous dirons, enfin nous nous interrogerons, pardon, quelle organisation politique pour que la communauté humaine ait le premier rôle? C'est ça qui est fondamental. Et aux trois, nous leur dirons, toi tu as débattu le 12 novembre, toi tu as débattu le 5 octobre, toi tu as débattu le 26. On les mettra là, tous les trois, et ensemble. Et enfin, juste avant Noël, on restera, je reste dans le thème de la soirée, on restera dans ce sens-là, mais avec une petite note particulière, œuvrier de tout le pays unissons. Qu'est-ce que c'est que ça, œuvrier? Alors que ça fait des dizaines d'années qu'on dit ouvrier, ouvrier. Vous vous rappelez, 18e, 19e siècle, on ne disait pas ouvrier, on disait de ceux qui façonnaient quelque chose, qu'ils faisaient une œuvre. Et on les appelait les œuvriers. Eh bien, trois individus aussi attachants les uns que les autres, Roland Goury, qui est psychanalyste, professeur émérite, et qui a lancé des appels pour défendre des services publics, sera là. Charles Sylvestre, qui est un ancien rédacteur en chef du journal L'Humanité, qui est un spécialiste de Jean Jaurès, et la musique avec Bernard Lubin, que vous connaissez sans doute, musicien de jazz et multi-instrumentaliste. Et là, nous essaierons de faire la synthèse de ça. Et tout au long, on voudrait vous associer. J'en arrive à la fin, rassurez-vous. Nous avons pu tenir cette soirée, notre ami de la Mutuale s'en va et on le remercie encore, mais nous avons d'autres partenaires. Le journal L'Humanité, vous le trouverez au fond, le journal d'aujourd'hui. Politis, vous connaissez tous cette revue, en tous les cas, je me permets de vous la recommander comme le précédent. Dernier numéro. Nous avons la revue trimestrielle Regard, dont quelqu'un dans la salle me dirait le plus grand bien, n'est-ce pas Lucien, et Daniel, qui est aussi un adepte de la lecture de cette revue.
Nous avons Espace Marx, qui est une structure de réflexion, le petit journal Cerise. Nous avons l'organisation, c'est une association nationale qui étudie les mouvements citoyens dans la société. Et nous avons Réseau Salariat, vous savez, Bernard Friot, qui est déjà venu ici et qui dit un salaire pour tous, qu'on travaille ou pas, mais c'est un autre débat. Sans ces journaux et sans vous, l'atelier n'aurait pas la même importance et la soirée n'aurait pas eu la même teneur s'il n'y avait pas eu Florence Debord et Olivier Maillan. Je pense que du fond du cœur, on peut les remercier. Réunion ce matin, la voiture, le petit sandwich dans une station d'essence, une manif avant, quelques gaz lacrymogènes dans les yeux, mais ça n'a pas troublé son esprit, vous avez pu le constater. Elle arrive et elle repart demain matin. D'ailleurs, je me permets de saluer une petite partie de sa famille dans la salle. Et Olivier Maillan, qui est venu en voiture sur la plus belle route que l'Europe puisse connaître, la RCEA. Il est venu de Mâcon à ici, mais ce soir, on lui a rigoureusement interdit de repartir. On va le restaurer, il va dormir chez nous et il repartira demain matin. Les 23 universitaires, voilà ce que ça donne. Ça donne ce livre. J'ai toujours un peu le trait de la franchise. Il n'est pas donné, mais ça ne pouvait pas être autrement. Ah, c'est pas nous, c'est la dose. Mais allez-y, si vous pouvez, si ça vous dit de l'acheter. Florence Debord pourra le dédicacer pour ceux qui l'achèteront. Vous pouvez rejoindre les animateurs de l'atelier. Vous avez peut-être senti mieux ce que nous avons fait ce soir. Vous pouvez le faire sous toutes les formes. Il y a un petit imprimé là-bas. Vous nous laissez votre adresse postale, votre adresse mail, mais vous adhérez aussi. On est maintenant presque 70 et on essaie de tenir la route du mieux qu'on peut. Je vais vous demander de mettre la main à la pâte. Si vous pouviez prendre chacun votre chaise et puis celle qui était vide et on les remet en place. Quand vous sortirez là-bas, vous trouverez un petit carton. Nous n'avons pas de moyens financiers, on tire le diable par la queue. Vous pouvez nous aider. Bonne soirée, rendez-vous le jeudi 5 octobre. Merci encore.